Donc aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir, Cédric Sueur, qui est maître de conférences en éthologie et primatologie. C'est un spécialiste du comportement animal et notamment des relations sociales et des prises de décision chez les animaux, dont les humains. Il est en charge du semestre 4 du master écophysiologie, écologie et éthologie à l'Université de Strasbourg et responsable du master éthique et droit animal à l'Université de Strasbourg également. Cédric Sueur est membre de l'Institut universitaire de France, de l'Institut des études avancées à l'Université de Strasbourg, de la Commission nationale à l'expérimentation animale. Et il fait partie des comités scientifiques de la LFDA, de Reward Media et du JSFC3R. Merci beaucoup, Cédric, d'avoir accepté de donner ce webinaire sur l'agentivité animale et les nouvelles technologies en éthologie. Si tu es prêt, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Oui, je suis tout à fait prêt. Donc, c'est un sujet qui a fait l'objet d'une publication dont je vous montrerai les références tout à la fin et qui est en collaboration avec Marie Pellet. Et quand on fait la recherche sur le comportement animal, comme toute recherche animale, il faut qu'on applique les 3 R. Mais il y a encore de nombreux dispositifs qui sont stressants, que ce soit pour les animaux en captivité ou les animaux sauvages, et que ce soit pour l'expérience elle-même ou lors de la captivité des animaux. Et ça pose différents problèmes. Tout d'abord, un problème éthique. Est-ce qu'on peut encore le faire aujourd'hui? Mais aussi un problème de rigueur scientifique, dans le sens où il y a des facteurs qui ne sont pas contrôlables, même en captivité, comme la personnalité ou le stress qui est induit aux animaux quand on les force à réaliser ces expériences. Donc le problème, c'est que l'architecture actuelle des 3 R, du coup, ne permet pas une participation complète des animaux aux recherches, et il faut qu'on repense un peu ça. Donc il y a aussi un biais anthropocentrique qui est présent dans la recherche animale, et Charlotte Lackner dit qu'il y a des œillères idéologiques et des biais anthropocentriques qui va limiter la compréhension des comportements des animaux. C'est-à-dire qu'en tant qu'humain, eh bien, on ne peut penser qu'en tant qu'humain, et on a du mal à s'ouvrir aux autres modes de pensée. De plus, les expériences vont aussi restreindre et limiter les résultats que les animaux vont pouvoir présenter. Et il faut laisser une expression libre du comportement avec une meilleure coopération avec l'animal pour avoir justement une meilleure recherche et de meilleurs résultats. Alors juste un petit point justement sur la conscience animale avant de rentrer dans le vif du sujet. Quand on parle de conscience animale, on a différents niveaux de conscience. La conscience d'accès, qui est le niveau entre guillemets le plus bas, qui est vraiment le fait de pouvoir se mouvoir, se déplacer et apprendre à se déplacer dans son environnement. Ensuite, vous avez la conscience phénoménale, qui est l'aspect subjectif, émotionnel, donc là, qui fait que chaque individu va avoir une expérience différente de sa vie. Et enfin, la conscience de soi, qui est le niveau le plus élevé, où l'animal est capable de se percevoir lui-même dans son environnement spatial et social. Et au sein de cette conscience de soi, et ben finalement, il faut en gros 4 capacités cognitives pour la prouver. La présence d'émotions, la présence de métacognition, c'est-à-dire le fait que je sais ce que je sais ou je sais ce que je ne sais pas. La mémoire épisodique, qui est le fait de se remémorer des souvenirs et se projeter dans l'avenir. Et la théorie de l'esprit, qui est le fait de pouvoir projeter ses propres intentions ou émotions sur les autres individus. Donc ça, c'est assez difficile à essayer de tester chez les animaux, dans le sens où, contrairement aux humains, ils ne vont pas pouvoir parler. Donc il va falloir essayer de se mettre à leur place. Et vous avez ici une expérience qui a montré le fait que les orang-outans et les chimpanzés étaient capables de croire en des fausses croyances ou de projeter des fausses croyances. Donc, vous avez pu voir l'orang-outan regardait une vidéo, ici c'est un chimpanzé, qui a un eye tracker, donc on va suivre son regard et on va mettre en place un dispositif qui a montré une fausse croyance. Donc vous l'avez ici, vous avez un individu qui est en train de réaliser une expérience et du coup le chimpanzé est en train de regarder cette expérience. Et là vous avez un autre individu qui arrive et c'est la test où en psychologie on appelle ça le test de Anne et de Sally, où en fait
justement un individu cache une pierre quelque part, l'individu derrière va s'en aller, et pendant que l'individu est dans un autre endroit, le premier individu va déplacer la pierre. Et ce qu'on va demander, en fait, normalement aux humains, c'est où penses-tu que Sally ou Anne va chercher la pierre? Ça, on ne peut pas le demander à l'animal, puis des fois il est capable de pointer, mais ce qu'on va regarder ici, c'est où l'animal va poser le plus son regard. Et en fait, il pose le plus son regard sur la boîte où il pense que l'individu qui arrive va chercher. Donc il est capable de projeter ou de se mettre à la place de cet individu et de voir qu'il a des fausses croyances. Donc ça, c'est la première étude qui a montré des fausses croyances grâce justement à ce eye tracker et au fait de se mettre à la place de ces grands singes. Donc quand on travaille sur la conscience animale, il faut qu'on rejette les biais anthropocentriques et qu'on accepte que les animaux puissent également penser d'une façon différente des humains. Ça, c'est assez difficile dans le sens où on est humain et qu'on ne peut penser qu'humain. Et il faut aussi qu'on réfléchisse au fait que la captivité animale va limiter l'expression des comportements et que du coup, il faut qu'on aille du labo en milieu naturel, par exemple, si c'est possible. Et aussi longtemps que les animaux seront étudiés dans une perspective humaine, ils ne répondront que comme ils peuvent, et j'ai rajouté, c'est déjà pas mal, dans le sens où ça veut dire que pour de nombreuses expériences, l'animal a déjà compris ce qu'on cherchait à lui montrer, ou quelle réponse on attendait de lui, et donc c'est lui qui s'est mis à la place, finalement, de l'expérimentateur. Donc l'agentivité animale, c'est quoi? L'agentivité, c'est la capacité d'un acteur à agir sur son environnement. Alors ça peut être vu de manière très très large, hein, dans le sens où un typhon va détruire des maisons, on pourrait dire qu'il est agent. On va restreindre un peu plus la définition. Ici, on est plus dans la manifestation et l'expression d'une existence qui va être subjective, et par rapport à cette subjectivité, l'animal va pouvoir interagir avec son environnement. Cette agentivité va être plus ou moins liée au degré de conscience. Du coup, Charlotte Blattner avait défini dans un article sur l'agentivité animale 4 principes que je vais expliquer ici. L'exploration et l'exploitation, les pratiques et les routines, les normes sociales et le rôle social des animaux qui vont définir l'agentivité animale. Alors d'abord, l'agentivité à travers le temps et l'espace, c'est quoi? C'est la capacité de l'animal à explorer et à exploiter son environnement. Et donc, ça va être aussi la capacité de l'expérimentateur, de l'humain, à rechercher cette exploration et cette exploitation. Ça, quand on commence à réfléchir là-dessus, ça a pu donner naissance à de nouveaux domaines de recherche, tels que la mobilité animale ou la géographie animale, c'est-à-dire penser la géographie, mais d'un point de vue de l'animal. Et il faut toujours aussi avoir à l'esprit que les modifications environnementales vont façonner les décisions animales, et ceci en milieu naturel comme en milieu captif. Donc, quelle est l'implication qu'on peut avoir par rapport à cette agentivité à travers le temps et l'espace? Tout d'abord, repenser le design des enclos de manière à ce que ça s'approche plus de l'agentivité ou finalement des besoins de l'animal. Comprendre les préférences spatiales pour les tests, c'est des fois des choses qui sont mal faites, mais tester un individu dominé par rapport à un qui est à côté d'un individu dominant, on sait que ça va te poser souci. Tester un individu qui va pouvoir voir d'autres individus, on sait que ça va pouvoir poser un souci pour les résultats. Donc, c'est s'imaginer vraiment être à la place de l'animal et savoir le tester dans les meilleures conditions. Et faire des designs complexes pour s'adapter à la complexité sociale et écologique de l'espèce. Et ici, vous avez justement au campus Inuyama de l'Université de Kyoto des enclos qui sont tous connectés et qui ont été réalisés pour les chimpanzés de manière à pouvoir respecter leur organisation sociale en fission-fusion. Donc vous avez déjà, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais en tout cas, il y a 3 enclos qui sont connectés de manière différente avec des arbres ou sans arbres. Et vous avez aussi les singes qui peuvent rentrer dans un plus grand enclos ici intérieur où ils peuvent avoir accès à des salles où ils peuvent venir eux-mêmes faire des tests comportementaux. Vous avez également l'agentivité à travers la routine et les pratiques, en sachant que tous les animaux ont des habitudes ou des routines, et qu'on doit essayer de s'habituer à ces habitudes ou ces routines et accepter quand les animaux veulent ou non travailler.
c'est-à-dire qu'on ne peut pas forcer un animal à venir travailler, dans le sens où si on le force, si on l'enferme de force, il va être stressé et que ça va forcément influencer les résultats et de manière négative. Donc ici, vous avez par exemple des enclos, enfin des tests, des cages ou box comportementales où les animaux peuvent rentrer grâce à un système RFID ou par reconnaissance faciale avec l'intelligence artificielle. C'est à la station de primatologie de Rousset, c'est Nicolas Clédière et Joël Fagot qui ont mis ça en place. Et donc l'animal vient quand il veut travailler sur tablette tactile, comme on peut le voir ici, et il repart quand il veut. Et on a pu voir que du coup les animaux étaient beaucoup moins stressés et se toilettaient plus quand ils faisaient cela. C'est également Nicolas Clédière et Joël Fagot qui ont montré ça. On peut aussi avoir une routine et un training pour les aspects médicaux qui peut faire que du coup les animaux sont moins stressés et qu'il n'y a plus besoin de les anesthésier. Je vous montrerai aussi des vidéos ensuite quand on a besoin de faire ces checkings vétérinaires. Et ça peut s'appliquer à de nombreuses espèces. Moi, je vous présente ici surtout des primates parce que j'ai eu l'habitude de travailler avec des primates, mais ça peut se faire sur des rongeurs, ça peut se faire sur des carnivores, ça peut se faire sur des oiseaux. Vous avez l'agentivité à travers les rôles sociaux. Donc là, c'est le fait que chez de nombreuses espèces, on va avoir des relations et que les congénères vont avoir des rôles. Donc par exemple, quand vous avez une dominance chez les macaques, et ben vous avez des individus qui vont jouer à la police, qui vont protéger. En fonction de l'âge, on va des individus qui vont apprendre, qui vont partager l'information. En fonction de la parenté, vous allez avoir de l'éducation ou de l'adoption. Et ça, c'est très intéressant. Donc ici, vous avez justement une vidéo d'une maman chimpanzé qui dessine. Et dès que son enfant a vu sa maman dessiner, vous pouvez voir qu'il prend tout de suite le pinceau et qu'il va imiter sa mère. Ça, c'est aussi des choses qu'on peut retrouver dans d'autres tests comportementaux, dans le sens où si vous apprenez à une mère à effectuer un échange, une tâche avec vous, et que l'enfant regarde, ben en fait, vous n'avez pas besoin d'apprendre à l'enfant. L'enfant va le réaliser ensuite de lui-même, parce qu'il a appris en regardant sa mère faire. Donc il y a vraiment un apprentissage social. Il y a aussi les relations interspécifiques qui peuvent être réalisées, et ça s'est surtout vu dans les fermes, par exemple, où des oies ou des canards vont avoir un rôle sur les poules, par exemple, ou des chèvres vont guider, prendre des décisions collectives pour des moutons. C'est souvent ce qu'on voit, des chèvres avec des moutons. Donc, il y a souvent des relations interspécifiques qui permettent du coup de mieux gérer les relations d'une certaine espèce en mettant une autre espèce avec elle. Et enfin, vous avez l'agentivité à travers les normes sociales. Et là, c'est vraiment réfléchir sur les règles qui gouvernent les sociétés animales, dans le sens où, en fonction des espèces, on a des processus qui sont démocratiques ou plus de leadership. On peut avoir un sens de la communauté, on peut avoir de la culture et de la conformité. Et là aussi, on peut utiliser ces principes pour faciliter nos recherches. Si vous travaillez chez des éléphants, si vous travaillez chez certaines espèces sociales d'herbivores, vous avez un leader. Et le fait, du coup, d'informer en premier ce leader ou de donner une tâche à ce leader, eh ben, vous savez que vous allez influencer le reste du groupe à suivre cette tâche. Vous avez aussi la conformité où quand il y a un individu qui s'adapte, les autres vont aussi s'adapter de la même façon. Donc on peut essayer d'utiliser ces règles de manière à transmettre une information ou apprendre une tâche à l'ensemble des membres du groupe plutôt que de le faire de manière totalement indépendante. Alors, comment impliquer justement l'agentivité en recherche animale? Franz de Waal avait dit en anglais, mais je le traduis en français, tout ce que la plupart des expériences ont fait jusqu'à présent, c'est de tester la théorie humaine, donc la cognition humaine, sur l'esprit du singe. Et en fait, on ferait mieux de nous concentrer sur la théorie du singe concernant l'esprit du singe. Et ce concept peut être et doit être étendu aux autres espèces animales. Mais pour ça, il faut que, en tant que chercheur, on passe du temps à observer les animaux, on ajuste les protocoles scientifiques, et les animaux ne doivent plus être considérés comme des sujets passifs, mais comme des participants. Alors ici, je vous montre justement une vidéo d'un macaque qui est en train de se regarder dans la caméra que j'utilise. Et au début, il fait du lip smacking, qui est un comportement affiliatif, comme s'il reconnaissait dans l'objectif de la caméra un autre individu. Et on va voir au fur et à mesure de la vidéo qu'il comprend bien que ce n'est pas un autre individu. Il va commencer à toucher
le reflet et à sentir son doigt comme s'il y avait des comportements auto-dirigés où il se reconnaissait dans l'objectif. Ça, c'est assez intéressant dans le sens où la reconnaissance de soi dans le miroir chez le macaque, ça a toujours été quelque chose de compliqué et il y a certaines expériences qui ont été faites où on bloquait le macaque avec des forceps sur la tête, où on mettait un laser sur son crâne et à la fin de l'expérience, c'était dit que le macaque savait se reconnaître. Il y a plein d'éthologues qui sont montés au créneau et qui ont dit que cette expérience ne valait rien, dans le sens où les conditions de test de l'animal étaient trop rudes pour pouvoir montrer qu'il y avait une vraie reconnaissance de soi et que c'était probablement un artefact qu'on observait. Et donc, essayer de comprendre plus dans des conditions naturelles comment l'individu peut se reconnaître, c'est quelque chose qui est beaucoup plus valable et rigoureux d'un point de vue scientifique. Il est aussi important de traiter les animaux comme des êtres sentients et les interactions et les communications doivent être bidirectionnelles. Ici, c'est quand je vous expliquerai à la fin, mais on testait le dessin chez des chimpanzés. Donc on allait faire dessiner des chimpanzés sur une tablette tactile. Et le chimpanzé, quand il est arrivé, et vous pouvez voir ici avec ces humains japonais pour travailler, le chimpanzé, ce qu'il voulait avant tout, c'était jouer. Donc il a fallu que les collègues japonais jouent avec lui avant qu'il puisse du coup réaliser la tâche. Et si ils n'avaient pas voulu jouer avec lui, il n'aurait pas réalisé la tâche. Donc il faut vraiment qu'on soit dans un vrai échange. Et ça peut aussi s'étendre à d'autres espèces animales, dans le sens... alors, vous avez deux exemples ici. C'est un ingénieur d'ailleurs qui fait ça pour lui-même et qui a construit tout un système où ensuite il met le rat dans un petit manteau et le rat va courir sur la boule et a appris à appuyer sur une gâchette pour jouer à un jeu vidéo qui s'appelle Doom. Et quand il tue les ennemis dans le jeu vidéo, du coup il a accès à de la nourriture ou un petit jus de fruits. Alors, vous voyez le système, je vais juste accélérer pour que vous voyez ensuite comment ça se passe. Et là, je vous présente, alors je n'ai pas une vidéo, mais c'est plus une photo, c'est des cités. En tout cas, ce qu'on a défini comme étant des cités chez les pieuvres, où entre elles accumulent différents éléments qui font que ça modifie totalement l'environnement, un peu comme les humains peuvent faire. Donc ça, les tablettes tactiles, vous avez déjà vu un peu comment ça fonctionnait. Ça a d'abord été utilisé dans les années 70 chez les chimpanzés. Donc là, c'est sur une tâche où l'humain n'est pas capable d'ailleurs de répondre à cette tâche. Vous pouvez voir qu'il faut retrouver les chiffres dans l'ordre dans lequel ils sont montrés sur l'écran. Et ça, c'est quelque chose que l'humain n'y arrive pas. Ces chimpanzés viennent naturellement, sans être forcés, jouer sur la tablette, ils ont des récompenses alimentaires. Il faut savoir que ça, il y a 10 ou 15 ans, quand c'est vraiment apparu chez les chimpanzés, ça s'est développé, on disait que ça ne pouvait pas être utilisé chez les macaques ou chez d'autres espèces animales. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ça s'est démocratisé chez les macaques, il n'y a plus de souci pour l'utiliser. On l'utilise chez les chevaux, on l'utilise chez les poules, et ça fonctionne. On arrive à montrer plein de choses, même chez des poules. Elles ont appris, ou chez les pigeons, à cliquer sur l'écran sans aucun souci. Et ça, c'est juste pour vous montrer une vidéo aussi d'échange, où justement, un individu a appris à échanger un petit morceau de nourriture contre un grand morceau de nourriture. Il faut savoir que cette expérience, ce n'est pas l'humain qui l'a mis en place. En fait, c'est les animaux qui jetaient des cailloux. Et un jour, il y a un soigneur, un technicien qui est passé et qui a commencé à donner une noix qui était tombée d'un arbre. Et en fait, c'est le déclic s'est fait chez l'animal, dans le sens où c'est l'animal qui s'est dit, mince, si je donne un caillou, je peux avoir accès à une noix. Et le soigneur a commencé à faire ça. Et en fait, c'est après le soigneur qui allait voir le chercheur en disant, je pense qu'il y a un petit truc là. Et c'est l'animal qui a commencé à mettre en place cette expérience et du coup, pas l'humain. Donc on peut voir ici la notion d'agentivité animale. Là aussi, une autre expérience qui est intéressante, qui a été faite par Masuzawa avec Ai, le chimpanzé avec qui qu'il a éduqué depuis tout petit. C'est que les anesthésies pour les animaux, c'est toujours quelque chose qui est stressant. Et en communiquant avec Ai, en lui montrant que c'était quelque chose qui ne faisait pas mal, qu'il n'y avait aucun danger, en ayant une vraie confiance du chimpanzé envers l'humain et l'humain envers le chimpanzé, eh ben, il peut faire une anesthésie tranquillement,
sans que l'animal ait besoin d'être des fois enfermé ou bloqué. Et ensuite, l'animal va s'endormir et il sait que l'animal il va se réveiller et qu'il n'y a pas de souci. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant pour travailler avec les animaux. Et ça, chez les chimpanzés, ben, on peut voir aussi qu'on les a habitués à travailler avec nous et ne plus avoir peur à ce qu'on leur puisse leur poser des électrodes sur la tête, par exemple, ou même faire des échographies sans anesthésier les femelles. Donc là, on peut s'imaginer justement le risque qu'il peut y avoir à anesthésier une femelle qui est gestante, ou les potentialités qu'on puisse tester un chimpanzé qui est en train de réaliser une tâche et mesurer justement tout ce qui se passe au niveau de son cerveau. Alors ça, maintenant, ça s'est fait en captivité, on peut essayer de comprendre comment on peut essayer de l'appliquer sur le terrain. C'est des choses qu'on a faites. Donc ça, c'est une expérience que j'avais faite avec Julie Dubosc. On essayait d'entraîner un singe sauvage à Koshima à ouvrir une boîte d'une certaine manière pour étudier la transmission de l'information, la transmission sociale de l'information. C'est essayer de savoir justement en fonction des individus qu'on testait comment l'information allait se transmettre. Vous avez ici, alors les suricates ça monte partout de toute façon, donc il suffit que vous posiez une balance et le suricate va monter sur la balance. Mais il y a plein d'autres choses qui se font. Et en particulier avec l'avancée de la technologie. Donc ici, vous avez un piège caméra qui est aussi combiné avec des haut-parleurs et un système vidéo qui permet de tester directement sur le terrain la réaction de certains individus à certains sons. Donc c'est des expériences de repasse ou de playback. Voilà, c'est assez aussi assez intéressant. Alors ça, on peut s'imaginer justement le combiner avec ce qu'on va voir après, c'est la reconnaissance faciale. Il y a d'autres systèmes de biologging ou de RFID qui existent. Donc le RFID, c'est ces petites puces qu'on met où il y a des lecteurs. Par exemple, on les a posés sur des mésanges charbonnières. C'est une expérience qui a été faite aux États-Unis, en Angleterre, mais qui est faite aussi maintenant en France, qui permet de voir quel individu vient sur la boîte, réalise bien l'expérience, quel autre individu arrive ensuite et apprend de cet individu. Au niveau des chauves-souris, on a appris qu'elles avaient des relations sociales stables et à long terme en leur mettant des RFID. C'est quelque chose qui n'avait pas été observé auparavant. Et ça, on peut également le mettre sur des abeilles. Nous, on l'utilise sur des fourmis pour essayer de les suivre. Et là, par exemple, pour les abeilles, essayer de voir quand elles rentrent dans la ruche, quand elles ressortent, essayer de voir quelles fleurs artificielles elles butinent. C'est-à-dire qu'on va mettre des fleurs artificielles qui sont un distributeur de sucre, mais sur lequel il y a un lecteur RFID. On peut essayer de voir, en fonction de la configuration spatiale, comment l'abeille utilise son environnement. Donc, je parlais de l'intelligence artificielle. Justement, quand on est sur le terrain, qu'on a beaucoup de données à utiliser, ou quand on a une tablette et qu'on ne veut pas mettre de puce RFID sur l'animal, mais qu'on veut que l'individu soit reconnu automatiquement, aujourd'hui, on va utiliser l'intelligence artificielle pour reconnaître les individus. Donc ça, c'est un travail qu'on a fait cette année sur l'île de Koshima, également au Japon, avec des macaques japonais, où on a pu mettre en place un système d'intelligence artificielle qui a permis ensuite de mesurer directement le réseau social du groupe et du coup d'aider à la reconnaissance, puisque quand vous avez à peu près 50 individus à reconnaître, il vous faut au moins un mois sur le terrain pour apprendre juste à reconnaître ces 50 individus. Si vous en avez 200, ce qui peut arriver, hein, j'ai un collègue, il lui a fallu 1 an à apprendre ces 200 individus. Donc, dès que vous avez l'intelligence artificielle qui est mise en place, vous gagnez beaucoup de temps. Cette intelligence artificielle, elle peut être aussi utilisée pour reconnaître le comportement des animaux. Ça, c'est aussi un travail qu'on a réalisé cette année, où on a développé un petit logiciel qui permet de reconnaître, par exemple ici, la manipulation des pierres par les macaques japonais. Donc ça se développe de plus en plus et c'est de plus en plus précis. Et du coup, ce qu'on peut s'imaginer par la suite en combinant un peu tout ça, c'est ce type de système où en milieu sauvage, vous pouvez mettre une box dans lequel un animal peut rentrer parce qu'il est reconnu par l'intelligence artificielle, donc on sait quel animal rentre.
il va avoir accès à une tablette tactile, il va y avoir du eye tracking, et du coup, il va pouvoir être testé directement dans la nature, recevoir une récompense alimentaire et ensuite partir. Donc là, ça permettrait du coup de ne plus avoir les animaux en captivité et de les tester dans des conditions entièrement naturelles. Donc ça, c'est justement l'article dont je vous parlais, qui a été publié l'année dernière, et une collègue, Erika Van de Waal, a commencé à utiliser ce système sur les singes vervets en Afrique du Sud. Vous voyez, c'est encore gros. Où là, il y a juste le singe vervet qui a appris à appuyer sur l'écran pour recevoir une récompense alimentaire, mais après, ils arrivent à complexifier la tâche. Et ils ont pu montrer qu'il n'y avait pas de différence de performance entre les singes sauvages et les singes captifs. Par contre, les singes captifs participent plus parce que les singes sauvages, eux, doivent trouver leur propre nourriture et ont aussi réalisé également d'autres activités. Alors, autre chose qui est intéressant quand on commence à travailler avec les animaux et qu'on réfléchit à la gentilité animale, c'est la robotique. La robotique, c'est quand il y a une interaction entre un animal et un robot. Ici, vous avez 3 exemples. Le premier exemple, c'est la danse des abeilles. La danse des abeilles qui est réalisée ici par un robot. On peut s'imaginer, justement, d'un point de vue recherche comportementale, mieux comprendre comment se fait la danse des abeilles, d'un point de vue recherche appliquée, quels impacts ça pourrait avoir, comme pour indiquer à des abeilles le fait d'aller butiner dans un champ bio plutôt que dans un champ où il y a des pesticides. Ici aussi, vous avez chez les poissons le fait d'utiliser un robot. Le robot, il démarre là tout de suite. Vous voyez les individus qui suivent. On peut s'imaginer aussi des saumons qui remontent à une rivière ou indiquer à des saumons quelle rivière il faut prendre pour qu'ils puissent mieux se reproduire. Et ici, c'est les premiers robots qui avaient été utilisés par Jean-Luc Denebourg. Alors, ça ressemble pas trop à une blatte. Et en fait, la blatte s'en fiche que ça ressemble pas à une blatte, tant que sur ce petit robot, vous avez un buvard où il y a des phéromones. Et donc là, il y a une vraie interaction robot-animal. Le robot est un animal pour l'animal, et on peut essayer de s'imaginer si on peut aller plus loin dans ce système. Ça aussi, c'est ce qui a été fait. Alors, ça a été fait par la BBC juste pour des reportages animaliers, mais ce qui est intéressant, c'est que les premiers robots qui ont été utilisés à ce moment-là ont permis quand même de relever des comportements assez intéressants. Et là, vous avez toujours Erika Van de Waal, qui travaille en Afrique du Sud sur les singes vervets, qui utilise le RoboDog avec les singes vervets. Et ce qui est assez intéressant, c'est que les singes vervets ont beaucoup moins peur du RoboDog que des humains, que donc il peut aller plus facilement être en interaction avec ces singes vervets, et qu'on peut s'imaginer que ce RoboDog puisse avoir différents systèmes d'ingénierie électronique qui puissent interagir avec les vervets. Donc, soit que le robot puisse montrer des choses, puisse montrer un écran, qu'il puisse y avoir une balance dessus, etc. Ça permettrait de mieux travailler avec les animaux et d'avoir des résultats auxquels on ne peut pas avoir accès jusqu'à maintenant. Donc ça, c'était de manière générale, et je voulais juste vous présenter justement des résultats d'une recherche qu'on a effectuée chez les grands singes en appliquant la gentilité animale. C'est les dessins. Donc ici, vous avez 2 soulignés. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez un souligné qui a été réalisé par une artiste et un souligné, une peinture japonaise qui a été réalisée par un chimpanzé. Et donc, c'est assez difficile à déterminer. Et vous pouvez voir qu'ici, c'est l'artiste qui a réalisé le tableau, et ici, c'est le chimpanzé. La question qu'on se pose, c'est la question de la représentativité. C'est-à-dire qu'on a des animaux qui arrivent à dessiner, enfin qui dessinent, qui tiennent longtemps pour dessiner. Donc, je vous expliquerai un peu après. Vous avez certains individus qui peuvent dessiner pendant des dizaines de minutes sans récompense alimentaire, mais ils ne dessinent pas quelque chose qui est représentatif pour nous, en tant qu'humains. Et c'est un peu comme les jeunes enfants. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il n'y a quand même pas une certaine représentativité dans ce qui est dessiné pour et par ces animaux, et comment, du coup, on peut essayer de comprendre cela. Donc, c'est vraiment comprendre la représentation et l'intention dans le dessin. Ici, vous avez Pan qui dessine à sa manière, elle fait des traits. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez le début de la vidéo,
elle a des mouvements syncinétiques, ça veut dire qu'elle a des mouvements de concentration comme les enfants ont, ou comme nous on peut avoir quand on est concentré sur une tâche en particulier. Donc ça, on a travaillé sur les dessins d'humains, enfants et adultes, et les grands singes non humains. Et on a surtout utilisé l'intelligence artificielle et des indices mathématiques comme les fractales pour sortir de l'anthropocentrisme ou de l'anthropomorphisme. Ce qu'on a pu montrer, c'est que déjà en travaillant avec différents chimpanzés, par exemple, chacun avait sa façon de dessiner. Ici, vous avez Ai qui dessine en faisant des ronds, Pan qui dessine en faisant que des traits, Zamba qui dessine en faisant que des points, ou Misaki qui dessine d'une autre manière. Et ils dessinent toujours de cette manière assez spécifique. Donc là, nous, par contre, on les a fait dessiner sur des tablettes tactiles. On a pu voir, grâce à l'utilisation des indices fractales, qu'ils ne dessinaient pas de manière aléatoire. Donc, il y avait vraiment quelque chose qui ressortait derrière. De toute façon, on le voit bien ici avec les différents styles de dessin que chaque chimpanzé peut aborder. Mais par contre, au niveau des indices, ils ont l'efficience la plus basse. C'est-à-dire que même des jeunes enfants qui dessinent des gribouillis, dans la façon de dessiner des gribouillis, ont une efficience dans les indices fractales qui est plus importante. Et enfin, par exemple, on a eu accès au dessin d'une orang-outan qui a dessiné 1300 dessins sur 1433. Les autres individus ont dessiné mais que 10 ou 15 dessins, pas plus. Ils n'étaient vraiment pas intéressés par dessiner, mais elle, sur 10 ans, a dessiné 1300 dessins, où elle peut tenir 1 heure sur un dessin. Donc ici, vous voyez les dessins de Molly, hein, vous voyez la complexité de ces dessins par rapport aux autres individus de son groupe, hein, où c'est beaucoup plus simple. Il y a plus de couleurs, il y a plus de formes, et ce qu'on a pu observer grâce aux indices qu'on a relevés, et par l'intelligence artificielle, c'est que les dessins de Molly avaient changé en fonction de l'âge et surtout en fonction des saisons. C'est-à-dire qu'elle n'utilise pas les mêmes couleurs ou le même style de dessin en fonction des saisons. Par contre, ce que ça représente pour elle, ça c'est encore différent, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de le comprendre et il faut qu'on aille chercher encore plus loin et que soit on essaye de mettre en place des indices qui sont différents et qui sont des indices de représentativité, soit on essaye de mettre en place des expériences comportementales qui nous permettent de tester ce que Molly pourrait dessiner. Alors par exemple, si on réfléchit à l'agentivité animale dans cette perspective de dessin, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Aujourd'hui, on va essayer d'utiliser l'eye tracking pour comprendre l'anticipation. C'est-à-dire que s'il y a une anticipation, on devrait le voir à travers le suivi de regard. On va travailler encore plus sur les indices mathématiques. On va travailler avec d'autres espèces. Donc là, vous pouvez voir justement un cochon qui dessine. Il n'y en a qu'un seul, hein, encore en Afrique du Sud. Et surtout, essayer de donner de nouvelles possibilités aux animaux dans leur façon de dessiner. Et du coup, de questionner l'autorisation par rapport à la façon dont ils dessinent. Donc voilà, je vous remercie beaucoup et si vous voulez lire tout ce qu'on a pu écrire autour de l'agentivité animale, justement, vous avez ici la référence de l'article qui est paru dans le Journal of Comparative Psychology.